Donc, donc voilà, j'invite donc Caroline Enoch, qui est la première à présenter ses recherches. Donc, Caroline Enoch est doctorante en histoire de l'art médiéval à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, sous la co-direction de Madame Kitrikaz et Cécile Voyer. Donc, co-direction Université de Toulouse et Université de Poitiers. Après un master recherche portant sur les peintures murales médiévales de Durham en Angleterre, elle fait une thèse sur les peintures murales de l'Empire plantagenet dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle cherche notamment à comprendre si et comment ces œuvres participaient de l'expression et d'une certaine façon de la définition du pouvoir des Plantagenets et selon quelle modalité et avec quelle efficacité. Et donc, elle va nous présenter ce matin les peintures murales du logis abbatial de Moissac et avec la question « Quelle place au sein de la culture visuelle Plantagenet ?» Je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée de pouvoir ouvrir cette troisième et dernière journée de colloque. Et je vais donc pour ma part vous présenter un itinéraire de recherche consacré au décor peint de la chapelle de l'ancien logis abbatial de Moissac, dans le département du Tarn-et-Garonne. Alors les peintures, elles se situent dans cette tour, qui est le seul vestige du bâtiment qui s'étendait originellement au nord-ouest de l'église abbatiale de Moissac. Ce bâtiment, en d'autres fonctions, était sûrement le logis abbatial. Les peintures se situent plus précisément dans la chapelle inférieure, ici, qui est aujourd'hui partiellement enterrée, construite à la fin du XIe siècle. Et donc la chapelle était un espace de dévotion privée pour l'abbé et les hôtes de prestige en visite. Alors le décor est largement lacunaire en raison des courants d'air et des variations hygrométriques provoquées par les remaniements architecturaux successifs depuis le XIVe siècle. La restauration conduite par Jean-Marc Stouff en 3 temps entre 2001 et 2008 a permis d'en retrouver et d'en garantir la lisibilité. Alors que voit-on sur la partie occidentale du mur? Donc nous voyons un arbre de GC dont la partie inférieure est aujourd'hui tronquée. Sur la lunette occidentale, vous avez la figure de David, entouré du prophète âgé, identifiable grâce à son phylactère, qui faisait normalement écho à un autre prophète en vis-à-vis de David. Sur la voûte, nous avons ici la figure de la Vierge, encore partiellement conservée, et sûrement la figure du Christ, dont seule subsiste la trace de la mandorle. Regroupés par paires, nous avons les prophètes, Jonas et Michée sous la Vierge, Naoum et Abacus sous le Christ, faisant originellement écho à leurs semblables sur la partie méridionale du décor. Au-dessus de l'autel d'origine, le Christ en gloire, entouré des 4 vivants, assimilés aux 4 symboles des évangélistes. En position latérale, les 6 prophètes sous des arcades, l'autre moitié du collège apostolique devait figurer ici en symétrie. Le point de départ de notre réflexion se fonde dans l'étude publiée par Virginie Tcherniak en 2003, qui propose une datation à la fin du XIIe siècle et note la singularité formelle de cet ensemble qui tranche nettement avec les productions régionales contemporaines. Un élément en particulier m'a intéressé, ce sont ces grandes fleurs qui frappent par leur aspect assez exogène. Elles se définissent par le prolongement latéraux qui sont particulièrement développés et qui rayonnent avec luxuriance dans l'espace. L'historiographie les a qualifiées de fleurs tentaculaires ou d'octopus flowers. Elles auraient été développées dans l'ère anglo-normande de part et d'autre de la Manche, et c'est un motif qui devient prépondérant dans le répertoire de certains scriptoria anglais, tels par exemple Bury St. Edmund, de sorte que ce motif tend à être considéré comme une marque de fabrique typiquement anglaise. La question est alors, comment expliquer la présence de ces fleurs caractéristiques de la culture visuelle anglo-normande à Moissac? Virginie Tcherniak propose d'identifier ici la main d'un atelier de formation anglaise qui a œuvré sur les peintures ultra-pyrénéennes de la salle capitulaire du monastère aragonais de Siréna, et les peintures espagnoles, comme celle de Moissac, seraient à ses yeux, je cite, un jalon du rayonnement de la culture anglo-normande, témoin de la diffusion méridionale de l'influence des Plantagenets. À mon sens, il est certain que ces fleurs semblent témoigner d'un goût précieux, sans doute dans l'air du temps, mais particulièrement apprécié dans l'ère géographique sous domination Plantagenet.
Afin de questionner l'appartenance de ces peintures moissagaises à cette culture visuelle spécifique, je souhaite ici interroger les raisons du choix de ce répertoire floral au-delà d'un pur plaisir esthétique. Je vais essayer de montrer comment la singularité formelle de ces ornements floraux s'explique par leur capacité à signifier des préoccupations particulières au décor. Ma méthode s'appuie ici sur le concept d'ornementalité mise en place par Jean-Claude Bonne dans les années 90, qui propose de considérer l'ornement non pas comme un simple motif décoratif, un simple motif formel, mais comme un véritable registre fonctionnel qui travaille l'image. Il s'agit plutôt de mettre en œuvre, je cite, une exégèse par le formel plutôt que par le sens, ou par un sens du formel plutôt que par un sens sémantique. Je suis ici largement tributaire de l'étude iconographique conduite en 2016 par Cécile Voyer, qui révèle le sens du décor en contexte liturgique. À partir de là, il s'agit pour moi de montrer comment la cohérence ornementale du décor s'articule ici à sa cohérence thématique. Alors d'abord, l'arbre de GC, d'un point de vue architectural, est coupé en deux entre le mur et la voûte. Cette rupture s'explique sur le plan ornemental. L'arbre devait très probablement prendre racine dans le corps de GC, sûrement représenté en registre inférieur du mur occidental, conformément à la prophétie d'Isaïe. Une tige sortira de la racine de GC, une fleur s'élèvera de ses racines, et sur elle reposera l'Esprit du Seigneur. Sur le mur occidental, le mouvement de la tige était donc vertical, le fond est coloré en bleu clair par le pigment aérénite, David est dans un cadre végétalisé de forme circulaire, l'échelle des personnages est monumentale, bien plus grand que les fleurs. À la faveur de l'article de Cécile Voyer, nous aurions ici la représentation de la parenté charnelle du Christ. Par contraste, sur la voûte, le mouvement de la tige est lui latéral, la Vierge est dans une mandorle en amande, elle est entourée de fleurs extraordinaires qui grandissent et se complexifient au plus près des figures divines. Le pigment bleu foncé de l'azurite est employé en fond de la mandorle de la Vierge pour affirmer sa supériorité divine. Nous avons donc ici la figuration de la parenté spirituelle du Christ, dont la Vierge, véhicule de l'incarnation, est le pivot. On remarque que les éléments floraux sont exclus de la mandorge de la Vierge, seulement pénétrés par des branchages, à la différence de David, qui lui les admet dans sa mandorle. Les ornements floraux permettent ici d'assurer la suprématie de l'esprit sur la chair. À propos du rapport entretenu entre la Vierge et l'arborescence, notons ici la jonction entre le manteau marial et le rinceau. Il semblerait donc que la Vierge est autant réceptrice que génératrice de l'arborescence. Cécile Voyer rappelle que la Vierge était à l'origine couronnée et donc présentée comme une personnification de l'Église. On peut alors comprendre ce détail dans un contexte de rénovation grégorienne, à la faveur duquel le motif de l'arbre luxuriant se développe comme métaphore de l'Église. Par exemple, sur la fresque San Pedro de Sorpe en Catalogne, étudiée par Hélène Toubert, l'arbre vif, ici, de l'Église, s'oppose, de part et d'autre de la Vierge, à l'arbre sec de la synagogue. De plus, cette hypothèse d'un arbre ecclésial à moissac est pertinente si l'on considère l'organisation d'ensemble des rinceaux. Il semble en effet que le déploiement libre des volutes sur la voûte reprend le mode d'organisation classique des rinceaux paléo-chrétiens. Cette appropriation de l'ordonnance est signifiante dans le mouvement même de ce processus qui, pour mieux devenir un signe de régénération, opère une revitalisation de ces autorités anciennes. L'orchestration d'ensemble énonce ainsi, sur un plan ornemental, à la fois la régénération de l'ancienne loi par l'incarnation et la rénovation de l'institution ecclésiale dans un contexte de réformation. Signalons également que les rinceaux se déploient depuis les fondations terrestres de la chapelle jusqu'à la voûte, métaphore traditionnelle des cieux, ce qui appuierait la vision d'un arbre ecclésial quasi cosmique qui fleurit à l'échelle du monde. Envisageons maintenant l'ornemental du décor en se fondant sur les trois propriétés par lesquelles le moine Théophile définit l'ornatus dans son De Diversus Artibus vers 1125. La première propriété, c'est l'ordo, c'est-à-dire la manière dont l'ornemental garantit la cohérence globale du décor. Pour appréhender cette qualité à Moissac, je me permets de fonder sur la restitution 3D par photogrammétrie
proposé par Aurélie Mounier, Pascal Mora et Daniel Floréal en 2010, qui permet d'apprécier l'effet d'ensemble que devait produire l'arbre à l'origine, et j'utilise cette restitution à titre d'évocation seulement. La symétrie supposée des rinceaux autour du tronc central garantit l'homogénéité rythmique de l'ensemble en structurant l'arborescence par un principe d'étagement. L'artificialité de l'arbre est ici assumée, et c'est pourquoi il n'est pas pertinent, à mon sens, de chercher à identifier l'essence florale représentée. On évacue ici la référence à un quelconque référent naturaliste. La cohérence végétale est également garantie par l'articulation systématique des éléments entre eux, par des liaisons en gaines plissées, sans qu'aucune excroissance ne soit délaissée. L'arborescence de Moissac se définit ainsi par une grande continuité ornementale. Cette solution d'homogénéité est signifiante, car elle permet de comprendre le rapport de subordination entre parenté charnelle et spirituelle, non pas comme une rupture nette, mais plutôt par une solution de continuité, ce qui permet d'affirmer l'unité entre l'ancienne et la nouvelle loi, et d'inscrire la perspective du rachat de l'Ancien Testament par le Nouveau dans le déroulé historique du plan du salut. Pour autant, on peut percevoir au sein de cet ordo une varietas, et c'est la deuxième propriété prêtée par Théophile à l'ornatus. Par varietas, on entend les variantes et variations qui animent les rinceaux sans pour autant en altérer la cohérence globale. Si on regarde dans le détail, chaque fleur de l'arbre est signifiante. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il est possible de penser en termes de transformation le passage d'une fleur à l'autre. Toutes les fleurs sont basées sur la base, sont fondées sur la même structure de base, structure tripartite. Et de là, l'artiste va ajouter une excroissance ou une collicole, ou bien va proposer l'inversion du sens des volutes, ou va créer des sortes de couplages, de paires, mais avec une inversion chromatique. Donc on a l'impression que ce sont toujours les mêmes éléments qui sont repris, qui sont perpétuellement remodelés, comme si le végétal était en renouvellement continu. Jérôme Bachet, Jean-Claude Bonne et Pierre-Olivier Dittmar, dans leurs travaux sur le végétal dans les chapiteaux auvergnats, emploient cette expression, qui marche ici parfaitement bien à Moissac, c'est un mixte d'itération et d'émission de singularité. Il conceptualise ainsi l'idée que le végétal compose une sorte de chaînage, un flux continu, comme un souffle qui va animer la paroi de l'édifice. Cette vitalité du végétal, qui est particulièrement célébrée dans notre arbre moissaguet, est bien sûr signifiante. L'énergie vitale va opérer le passage de la parenté charnelle à la filiation spirituelle, de l'église de Pierre à l'église céleste. En somme, il rend sensible le processus de matérialisation de l'incarnation, constamment réitéré dans le sacrement eucharistique. Dans cette varietas, la forme des rinceaux en spirale introduit un mouvement d'infini, l'impression d'un sens inépuisable. Les auteurs chrétiens ont fait de cette spirale une métaphore de la voie parfaite de l'ascension spirituelle. Et je renvoie à ce propos à l'ouvrage Le souffle de Dieu d'Éric Palazzo, où il rappelle que l'étymologie du mot spiraculum dans la Genèse, c'est l'Esprit Saint. Donc à Moissac, parcourir du regard l'arbre de Jessé, c'est aussi percevoir que l'incarnation est mise en image dans la perfection du plan divin. Cela conduit à la troisième propriété de l'ornatus, la mensura, c'est-à-dire les effets de rythme et de proportion qui inscrivent l'image dans un idéal d'harmonie. Ce principe d'ordre universel s'énonce dans la pensée médiévale par le terme de musica. Et à Moissac, David est figuré ici avec son instrument, le psalterion. Cécile Voyer propose de considérer le végétal comme une traduction visuelle de la musique psalmique, soit comme une préfiguration du verbe incarné. Comme horizon à cette étude, il serait intéressant d'envisager les rapports de proportionnalité entre le psalterion et les fleurs pour voir si le choix des tailles est dicté par une mesure musicale. Quant aux prophètes, leur présence est traditionnelle dans l'arbre de Jessé puisqu'ils préfigurent l'incarnation. Quelle place ont-ils dans le parcours visuel de l'arbre ? Bien, si on étudie le protocole de regard, on remarque que le mouvement ascendant du tronc n'est pas la seule manière de regarder le décor. La disposition des fleurs guide en effet le regard dans un mouvement en zigzag que Marcia Kupfer a désigné sous le nom du modèle visuel de l'empennage à propos de cet arbre de Jessé à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'entre les trois figures axiales, le mouvement induit par les rinceaux pousse le spectateur à passer par la médiation des prophètes à mesure qu'il monte. D'un point de vue sémantique, c'est comme si du regard, le spectateur accomplissait les prophéties propres à chacun des personnages,
prophéties qui trouvent leur pleine réalisation dans le Christ à la cime de l'arbre et dans la Majestas Domini. Justement, dans la théophanie, l'extrême rigueur de la composition succède à la liberté des rinceaux. Là, le modèle visuel est quadriparti, il repose sur le principe de quaternité, perçu comme l'expression immanente de la divinité. La présence réelle de la majesté s'exprime par une absence totale de décoration végétale et se fait signe de l'épure. Encore une fois, on remarque ici la capacité de l'ornemental à créer des écarts, à différencier des zones, à hiérarchiser le décor. L'opposition entre les deux pôles de la voûte est également renforcée sur un plan chromatique par l'emploi de pigments précieux, de l'azurite et du cinabre, qui offrent une tonalité, une densité de matière plus soutenue qu'ailleurs sur le décor. Aurélie Mounier a également restitué les dorures à l'étain des nimbes et les incrustations des cabochons sur le compartiment rectangulaire et la mandorle du Christ. On est donc dans un monde minéral où règne la pierre, symbole de l'immuable, qui signe l'éternité de la Majestas Domini, au contraire de l'arbre de Jessé où règne le bois, qui est considéré au Moyen-Âge comme une matière vivante. En marge de cette théophanie, le collège apostolique, qui participe de la dimension ecclésiale du décor comme métaphore de l'Église universelle et de l'Église terrestre. Pour autant, ils sont reliés à l'arbre de Jessé par des jeux déco-ornementaux. Ils se distinguent en effet sur un fond d'aérénite, comme l'arbre de Jessé, et sont encadrés par des filets ocre et rouge, comme sur le bandeau. Leur position au-dessus de la corniche appuie le parallèle typologique avec les figures des prophètes. Surtout, les 6 grosses fleurs, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc originellement 12, qui étaient déployées autour de la Vierge et du Christ, peuvent être considérées comme une évocation du collège apostolique. Pour la comparaison, voici le décor de la voûte de la chapelle Saint-Julien du Putet-Quevilly, où les Octopus Flowers ont également été considérés comme une évocation du collège apostolique dans un arbre ecclésial. L'évocation des apôtres dans l'arbre permet donc de présenter l'incarnation comme le fondement de l'Église, en même temps qu'elle oriente le discours vers le moment du sacrement eucharistique. Comme dernier élément ornemental du décor, ce bandeau latéral. Son organisation en frise de fleurs denses et régulières est traditionnelle pour l'intrado des arcs. Ces fleurs ordonnées apparaissent comme une transition entre la liberté des rinceaux et l'épure totale de la majesté. Cette bande latérale matérialise d'un point de vue architectural la largeur de la chapelle. Et dans les textes, la notion de largeur est définie comme étant la caritas, comme l'explique ici Sicard de Crémone ou comme le montre ce diagramme. Cette caritas se définit comme la forme parfaite de l'amour divin, liant les hommes entre eux et les hommes à Dieu. Justement, le terme caritas est celui qui est employé pour désigner le système chrétien de la parenté fondé sur la prééminence du spirituel. Le bandeau serait ainsi la matérialisation latérale et littérale du renversement qui s'opère sous le contrôle de l'Église dans l'arbre de Jessé. Surtout, la matérialisation de la largeur de la voûte dans une composition fortement marquée par son axialité fait apparaître l'esquisse d'une croix. Cette suggestion a été proposée par Jérôme Bachet dans son étude des fresques de la nef de Saint-Savin-sur-Gartempe. Alors bien sûr, ce n'est pas une croix au sens iconographique du terme, mais pour employer l'expression de Jérôme Bachet, il y a de la croix. L'évocation de la croix est tout à fait logique dans le cadre de la représentation de l'arbre de Jessé, mis au regard d'une Majestas Domini. Une longue tradition exégétique propose en effet un jeu d'équivalence sémantique entre l'arbre et la croix. Pour la comparaison, voici la croix fleurie, largement déployée sur la conque de Saint-Clément de Rome. Ici, la Wirga Jessé est assimilée au bois de la croix. Honoré d'Autun ou encore Pierre Damien font de la prophétie d'Isaïe une annonce de l'incarnation du Christ qui, en préfigurant la crucifixion, est la condition essentielle de la rédemption des hommes. Le décor, à Moissac, serait ainsi logiquement orienté dans une perspective eschatologique. En somme, le décor de Moissac se caractérise par un usage particulièrement signifiant des Octopus Flowers. Par leur qualité plastique, leur matérialité et leur capacité à progresser dans l'espace, elles expriment de manière particulièrement efficace la matérialisation de l'incarnation et la dimension ecclésiale du décor. Par contraste avec les autres éléments ornementaux, elles permettent ainsi d'envisager la manière dont est ici présentée l'histoire complète du salut,
depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Rédemption, via la crucifixion. Au-delà de leur seule dimension esthétique, ces fleurs font ainsi apparaître des préoccupations particulières qui définissent la culture du commanditaire au sein de l'ère d'influence Plantagenet. Merci beaucoup.